Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Playground FR. Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler français. On est chauvin aujourd'hui. On va parler des Français qui jouent en NBA cette saison 2021. Bon, alors il y a eu une quinzaine de matchs joués déjà, un peu plus, un peu moins suivant les équipes. Et comme on est un bon Français, un bon chauvin, je vous propose de faire un petit tour des 11 Frenchies qui sont dans la ligue cette saison. Alors on va pas parler des 11, je m'en excuse par avance. On va s'arrêter à 8 et vous verrez pourquoi je vous dirai ça à la fin. Ça va être intéressant puisque on a des très belles choses. On a des Français qui gèrent très bien cette saison et malheureusement on a des choses moins belles. Donc surtout à cause des blessures. C'est pas de chance. On a pas mal de Français qui se sont pétés en ce début de saison, mais on va pouvoir en parler. Ça va aussi me permettre de faire un petit tour d'horizon de certaines franchises. Évidemment, 8 Français, ça fait 7 franchises, si je compte bien, puisque vous le savez, il y a deux Français qui jouent dans la même équipe. Mais du coup, petit tour d'horizon, et on est donc parti pour voir comment s'en sortent les Français en ce début de saison 2021. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais déjà, on va procéder par ordre alphabétique. Comme ça je m'embête pas à faire un ordre chelou. Et puis pour chaque joueur, je vais d'abord parler des stats, histoire juste de faire un petit point dessus. Ensuite, je vais parler du joueur plus précisément. Et après, on fait un petit point au global sur l'équipe dans laquelle il est. Donc, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est un gros morceau. Et on va commencer tout de suite avec Monsieur Nicolas Batum, donc qui est aux Clippers cette saison. Pour les stats, on a 10 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception. Le tout en 28 minutes. Donc, c'est du Nicolas Batum qu'on aime, du Nicolas Batum qu'on veut voir et qu'on connaît surtout. Vraie renaissance pour Batman après des années de galère à Charlotte. On va pas se le cacher. Il a pris un beau contrat, mais sur le terrain ça n'a pas matché. Surtout pour les 2 dernières saisons qui ont été pratiquement blanches si je ne dis pas de bêtises. En tout cas la saison 2020 avec 22 matchs joués. En 2019 il a joué plus que ça, mais bon, c'était des stats encore un peu faible, mais surtout en 2020 avec 22 matchs joués, des blessures. Enfin bon, c'était plus possible du côté de Charlotte pour Nicolas. Du coup, cet été, j'en ai déjà parlé, il a été coupé par les Hornets, ce qui lui a permis d'avoir un petit contrat du côté des Clippers, donc c'est très intéressant. Chez les Clippers, bon bah déjà il est titulaire, alors ce qui était pas forcément attendu. Je sais plus si dans ma preview j'en parlais comme un joueur qui serait titulaire ou un bon joueur en sortie de banc histoire de bien combler partout. Mais du coup il le fait en étant titulaire. Il fait ce qu'on attendait. Homme à tout faire, qui se donne en défense. Donc vraiment le Nico Batum qu'on connaît et qu'on veut voir, qui est capable de tout faire sur le terrain, tout bien faire. Il excelle nulle part, surtout là à son âge assez avancé. Et puis avec le fait de devoir reprendre mine de rien, parce que comme je vous l'ai dit, la saison dernière, elle a été très compliquée. En tout cas, un truc qui m'a fait pas mal sourire quand j'ai vu ça, c'était sur le Twitter de Clippers France, je crois. Il envoie presque déjà ses meilleures stats en carrière. Certes, il n'a pas des volumes de shoot complètement ahurissants, c'est 7 tirs en moyenne par match, mais ça rentre très très bien. Et fait intéressant, il a le deuxième total de 3 points rentrés chez les Clippers, donc après Paul George qui est très loin devant. Mais Batum, en fait, il a une trentaine de 3 points rentrés, et donc il est devant, du coup, Kawhi Leonard, mais il est aussi devant d'autres joueurs, comme par exemple Trae Young. Alors, c'est vrai que Trae Young, il fait pas un début de saison incroyable, il est même décevant pour le moment. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire de voir que Batum marquait plus de 3 points que Trae Young et que Kawhi Leonard. Alors dans le tweet de Clippers France, il y avait d'autres joueurs qui étaient cités, mais ces deux-là, c'est quand même assez marrant. Et je vous le dis sur des pourcentages assez insolents.
Là, il est même à 50, 40. Il est presque en 50, 40, 90. Hein. Donc attention, je parle de 50% à 3 points, 40%. Non, 50% au tir, pardon, 40% à 3 points et 90 au lancer franc. Ce qui est un groupe assez restreint. Hein. Il y a pas, tous les joueurs ne réalisent pas ce genre de statistiques. Du coup, c'est assez rigolo de voir ça. Et forcément, ça aide beaucoup cette équipe des Clippers. C'est très intéressant. Donc, la transition est toute trouvée. Parlons de l'équipe au global. Très très gros démarrage du côté de la Californie. Dans le sillon de Batum, évidemment. Non, non, c'est surtout derrière l'énorme duo PG et The Claw, donc Paul George et Kawhi, qui, le duo et les deux joueurs sont juste incroyables. Déjà, ils ont raté 3 matchs sur le début de la saison, donc autant dire que le load management c'est à peu près fini. Hein. Là, ils sont vraiment là pour jouer et là pour écraser la concurrence, pour arriver en playoff très déterminés. J'en parlerai juste après. J'ai dit le load management c'est fini et ils sont tous les deux, là je viens de parler de 50, 40, 90. Paul George est même en 50, 50, 90, donc lui carrément il est dans la stratosphère du dessus. Et Kawhi il est à peine en 50, 40, 90, il est en 49, 40, 89. Donc vraiment ils sont insolents tous les deux, ils sont très bons. Ce qui explique évidemment pourquoi les Clippers sont dans la tête de la conférence Ouest avec les Lakers et le Jazz. On aura l'occasion d'en reparler de Utah. En tout cas, voilà qui explique le très bon début de saison des Clippers. En même temps, il fallait qu'ils fassent un bon début de saison, puisque si ça commençait à pas tenir la route, on se serait posé de grosses questions. Mais quand tu as deux potentiels candidats MVP, alors ils se marchent un peu sur les pieds, hein, ils seront pas élus MVP, en tout cas pas dans l'impératif, puisqu'il y a des joueurs qui font des plus grosses saisons et qui sont seuls dans leur équipe à faire des stats de malade. Mais tous les deux, ça marche du feu de Dieu. À côté de ça, l'incorporation de Serge Ibaka est parfaite. Le collectif, il est profond, évidemment. Tout ce qui est les Luke Kennard, les Marcus Morris, Lou Williams, qui est un peu en deçà de toutes ces saisons de 6e homme de l'année, et même la saison dernière. Ivica Zubac. Bon, le collectif, il est très profond, donc forcément, quand tu rajoutes à ça deux mecs qui sont des méga all-stars, un collectif qui roule, bon bah voilà, hein, forcément, t'es dans le haut du panier. Première équipe en termes d'offensive rating, donc voilà, on les pose ici. Et bon, la défense, c'est un peu moins bon que l'année passée, mais bon, quand t'es premier en offensive rating, tu peux te permettre d'être un peu moins bon en défense, ça se voit pas. En tout cas, j'ai commencé à l'amorcer tout à l'heure. C'est bien, tout roule pour les Clippers. Mais bien sûr, on les attendra surtout en playoff. Donc voilà, pour l'instant, ils roulent sur la saison. C'est très bien. On attend de voir les playoffs et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Passons maintenant à un autre Français et je vais tricher un peu. Première fois où je triche un peu, il y aura une deuxième fois où je tricherai un peu dans le podcast. Mais pour l'instant, promis, première fois où je triche un peu. On va parler de Sekou et de Kylian. On va faire une petite entorse à la règle du ordre alphabétique, comme ça me permettra de parler de Détroit dans la globalité après d'avoir parlé des deux joueurs. Mais commençons d'abord par Sekou. Les stats, 4 points, 2,5 rebonds, 0,5 passes. J'ai mis les virgules parce que c'était pas vraiment glorieux. Le tout en 11 minutes par match. Évidemment, quand tu joues 11 minutes, sauf si t'es Michael Jordan, tes stats sont pas dingues. C'est le cas pour Sekou. Bon, c'est là que les galères commencent un peu. Sekou, les galères commencent pas énormément. Kylian, on va commencer à rentrer dans les Français qui galèrent un peu dans ce début de saison. Déjà, coup dur pour Sekou parce que Jerami Grant a débarqué dans Détroit en mode franchise player. Je pense que vous l'avez tous vu, tous ceux qui suivent la NBA l'ont vu. Il est arrivé, il marque 25 points par match. Et puis Saddiq Bey a aussi été drafté. Blake Griffin est toujours là. Bon, ça fait beaucoup de monde sur le poste 4. Et résultat, du coup, je viens d'en parler, il joue pas beaucoup, il joue 11 minutes. Alors Dwayne Casey, il a eu des déclarations rassurantes quand même. Hein, il a dit qu'il était concentré, qu'il était impliqué dans les entraînements et qu'il était en cours de développement
Donc c'est pour ça qu'on ne le voyait pas beaucoup, mais que à côté des matchs, aux entraînements, il arrive le premier, il part le dernier. En tout cas, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'il a pu montrer lors de sa saison rookie. C'est bien pour le joueur, c'est bien aussi pour la franchise, ça peut leur permettre de se dire que c'est un joueur sur qui ils peuvent compter dans le futur. Mais donc c'est sur la bonne voie. Il va falloir être patient et sûrement attendre le trade de Blake Griffin, évidemment. En tout cas, quand Sekou est sur le terrain, il a joué pas mal. Alors, je pourrais plus vous dire contre qui c'était le match de Détroit hier. Si, c'était contre les Sixers. Et Sekou a beaucoup joué et il a mis 13 points. Si je dis pas de bêtises, je m'empresse d'aller vérifier tout ça. C'est ça. Petite perf 18 minutes, 13 points, 4 rebonds. Voilà, avec des pourcentages pas super bons, mais pas super mauvais non plus, on va pas se plaindre. En tout cas, voilà. Est-ce que est-ce que c'est le début du lancement de Sekou dans la vraie rotation? Parce que quand tu joues 11 minutes, bon, c'est pas. Voilà, quand tu commences à jouer une petite vingtaine de minutes, là, ça peut être intéressant et tu peux montrer que tu as envie de jouer, tu peux montrer que tu peux être intéressant pour l'équipe. Donc voilà, il va nous falloir être patient, je pense, et j'en parlerai quand je parlerai des Pistons. Mais s'il n'y a pas de trade de Blake Griffin, je pense que, bon, déjà, Jeremy Grant, il va être indétrônable au vu de ce qu'il fait. Mais il faut absolument que Blake dégage. Excusez-moi du terme, là, il est lancé. Je ne vais pas m'étaler, j'en parle juste après. On revient sur l'autre français, Killian Hayes. Donc, vous l'avez compris, il joue dans la même équipe. Pareil, là c'est compliqué, très compliqué. Les stats, 4 points, 1 rebond, 3 passes, 21 minutes. Alors, vous le savez tous, je pense, il a été lancé en tant que titulaire dès le début de la saison, ce qui nous a ravis, hein, nous, bons Français chauvins. En tout cas, ça a été vraiment pas facile quand tu commences à jouer titulaire alors que il y a eu la saison a été interrompue par la pandémie. Il est passé du championnat d'Allemagne à la NBA. Je connais pas le championnat d'Allemagne, je peux pas vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais, mais quand tu débarques en NBA, c'est très différent d'un championnat européen. Donc il est arrivé direct titulaire. Assez compliqué de se retrouver face à des Curry, des Smart ou des Holiday. Mais à côté de ça, il a été très maladroit et plutôt timide en attaque. Donc on a pu voir qu'il savait faire tourner le ballon et il se donnait en défense. Donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, sur ses performances pures, on va dire en attaque, à part avoir une jolie vision de jeu, lui il a été plutôt timide, ce qui est compréhensible. Mais c'est dommage. Mais surtout, la saison de Killian a été fauchée par une blessure face aux Bucks le 4 janvier 2021. Oui, j'ai noté la date très précisément. Il se blesse. Au départ, on pensait que c'était pas grave et qu'il allait vite revenir. Et puis finalement, il va manquer 8 semaines de compétition à cause d'une subluxation de la hanche. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas être plus précis que ça. Mais 8 semaines, ça fait beaucoup, surtout pour un rookie qui était en développement, qui était jeté en tant que titulaire. C'est vraiment, vraiment dommage. Grosse déception pour le coup, pour Kylian, je suppose. Surtout que c'était le Français drafté le plus haut de tous les temps. C'était sympa. Mais bon, voilà. Gros coup dur pour lui. Pour nous aussi, les fans, on aurait bien aimé le voir jouer plus. Surtout qu'on sentait, en tout cas on voyait qu'il y avait un bon feeling avec Derrick Rose. Donc c'était très positif pour son développement. Bon, malheureusement, tout ça, hop, on remballe et on verra ça au mois de avril même. Hein, puisqu'on c'est bien un 8 semaines minimum. Qui peut revenir, ça se trouve, on le reverra peut-être même pas. J'ai pas envie d'être pessimiste. J'espère qu'on le reverra le plus tôt possible et que il va pouvoir en profiter pour continuer son développement de son côté dès qu'il pourra se remettre à faire du sport. Mais donc, forcément, c'est vraiment dommage que ce soit pour lui ou pour nous. Voilà, les deux Français du côté de Détroit, c'est pas la folie furieuse. Maintenant, on parle de l'équipe au global. Bon, les Pistons, ils sont horribles. C'est horrible cette saison, les Pistons. C'était déjà pas fameux les saisons dernières, mais là, bon, c'était attendu de toute manière, je sais plus. Moi, dans mes previews, je les avais placés 13 de mémoire, 13 ou 14 ou peut-être 12, mais en tout cas, plutôt
très bas dans la conférence. Donc voilà, ça me rassure de les voir galérer. Ça veut dire que je suis pas si mauvais que ça. Après, je les voyais pas vraiment galérer autant que ça. Là, ils sont vraiment au fin fond de la conférence Est à 3 victoires pour 13 défaites. Ce qui est vraiment horrible. Je comptais sur Blake Griffin et Derrick Rose pour créer un peu de victoire. C'est pas le cas. Bon, il y a les Wizards qui sont devant, mais les Wizards ont manqué tellement de matchs que je ne sais pas si ça aurait été beaucoup de victoires, beaucoup de défaites ou un mélange des deux. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que Détroit, là, ils sont vraiment au fin fond de la conférence Est. En tout cas, j'en ai parlé un peu. Il y a Jeremy Grant qui surnage dans cette équipe. Il surnage et carrément, il éblouit tout le monde. Il passe de 12 points à 25. Donc chez les Nuggets, il jouait moins aussi chez les Nuggets, mais il passe de 12 à 25 points par match. Il montre des vraies qualités de patron. Il a été clutch quand il le fallait. Bon, c'est une équipe qui ne performe pas, évidemment, pour le moment. Mais dis donc, on dirait que Détroit s'est pas trompé en voulant mettre un gros contrat sur Grant et en voulant lui donner les clés de la franchise. Franchement, pour l'instant, c'est payant. Alors, c'est pas payant en termes de victoire, mais en termes de joueur qui est en train de montrer des qualités de patron, c'est vraiment pas mal. Comme je le disais juste avant, on attend sagement le ou les transferts de Blake Griffin et Derrick Rose du côté du Michigan. Le premier, j'ai dit Blake Griffin est en perdition totale. Voilà, mes mots sont peut-être un peu lourds, mais que c'est compliqué pour Blake Griffin. Et c'est triste d'ailleurs, parce que c'était un joueur hyper spectaculaire, qui a su développer son jeu pour devenir bon au shoot, puisque la NBA tendait vers un développement du tir à 3 points à outrance. Donc il a su développer son jeu, et malheureusement les blessures, les bêtises, voilà, là c'est vraiment vraiment chaud pour lui. Donc je sais pas comment il est obligé, Dwayne Casey, il est obligé de le faire jouer pour garder une cote à peu près élevée, mais vu ce qu'il monte sur le terrain, sa cote elle va pas être si élevée que ça. Donc ils sont un peu dans une impasse avec Blake Griffin. Ça, c'est compliqué. À côté de lui, Derrick Rose, il cartonne en sortie de banc, donc ça c'est super. Est-ce qu'il va vraiment être tradé? À voir. Moi je pense quand même qu'ils veulent le trader. Mais bon, pour l'instant, en sortie de banc, ça fait plaisir. Après, les Pistons, ils sont en reconstruction totale, donc ça servirait à rien de garder un Derrick Rose. Surtout si c'est pour le garder en tant que mentor de Killian Hayes. Bon, c'est bien pour Hayes, mais c'est pas forcément bien pour les Pistons. Et puis même pour Rose, ce serait mieux qu'il aille s'épanouir en sortie de banc dans une bonne équipe, qu'il aille jouer le titre, ce serait beaucoup plus intéressant. Sinon, il y a le développement de Saddiq Bey, j'en ai parlé, qui a été drafté, donc qui est rookie, et Josh Jackson, qui, après ses galères du côté des Suns, du côté de Memphis et de la G-League, eh bien, il est pas trop dégueu, et puis ça remonte tranquillement la pente. Donc voilà, c'est pareil, ce sont deux joueurs qui sont intéressants et qui sont dans la continuité de ce que veulent les Pistons, c'est-à-dire une reconstruction cette saison. En tout cas, les Français, bon voilà, c'est pas la folie. Il va falloir être patient du côté de Sekou parce que il y a trop de joueurs sur son poste clairement, et du côté de Kylian à cause des blessures. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et en parlant de blessures, malheureusement, on va continuer dans les joueurs français qui connaissent une saison un peu mitigée. Promis, après on parle de joueurs qui font plaisir et ça fait plaisir de les voir. Mais parlons d'Evan Fournier, qui, je l'ai dit, connaît un début de saison mitigé. Alors, il joue au Magic d'Orlando, je suppose que tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même. Point sur les stats, 16 points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions, le tout en 25 minutes. Ce qui est pas mal, c'est un peu en dessous de ses dernières saisons, mais c'est quand même bien. Bon, surtout, le souci qu'il y a eu avec Evan, c'est que il est retombé dans ses travers de la saison 2019 avec un pourcentage à 3 points assez crado puisqu'il tourne à 31%, mais surtout il s'est blessé au dos et a manqué 9 matchs, plus de prévention qu'une vraie blessure, heureusement. Il s'est plaint de douleurs au dos lors d'un match, donc il est sorti et puis après il a été mis au repos, donc tant mieux vu que c'est rien de grave.
Pour le Magic, ça a vraiment été catastrophique, mais j'en reviendrai juste après. En attendant, lui, il est revenu depuis 2 matchs, et visiblement, le repos, ça lui a fait du bien, puisque premier match, c'est 24 pions, deuxième match, c'était avant-hier soir, 26 pions, avec une précision au shoot chirurgicale, 57% au tir et 50% à 3 points. Donc ça c'est au dernier match face aux Pacers qui a été malheureusement perdu presque au buzzer. Evan il a eu le shoot pour la gagne, il l'a pas rentré. Dommage, ça aurait été encore plus beau comme retour. Mais visiblement, le repos ça lui a fait du bien. Et là il lance enfin sa saison. Parce que je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué. Alors ça fait 2 matchs, je ne vais pas commencer à dire qu'il est candidat au titre de MVP. Surtout pas avec le nombre de victoires-défaites du Magic. Et ça on s'y attendait un peu. Mais c'est très bien s'il peut lancer sa saison. Plus de peur que de mal, tant mieux. Maintenant parlons du Magic, puisque l'équipe a connu un démarrage sur les chapeaux de roue, et puis blessure en cascade, et puis défaite en cascade. 6 défaites consécutives, seulement stoppées par un buzzer fou de Cole Anthony, je vous invite à aller le voir. C'était face aux Wolves. Bon, les Wolves, c'est pas la meilleure équipe non plus, mais tant mieux. Mais vite rattrapé à l'ordre, je le disais, le dernier match face à Indiana, perdu en prolongation. Du coup, c'est bon. En fait, le Magic, ils sont 9e pour l'instant de conférence, ce qui est logique. Je les ai pas mis top 4 de conférence, je les ai pas non plus mis au fin fond de l'Est. Mais voilà, ils sont dans leur moyenne, top 9. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Bien sûr, Vucevic donne tout encore une fois. Il a de très jolies statistiques, et même sur le terrain, offensivement, c'est très joli ce qu'il montre. Bon, défensivement, c'est Vucevic. Donc ça n'a jamais été un défenseur élite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est trop esselé, le pauvre. La blessure de Jonathan Isaac dans la bulle, la blessure de Markelle Fultz. Donc ça fait 2 joueurs très importants qui ne joueront pas de la saison 2021. Vavan qui s'est blessé, qui est revenu très fort, on en a déjà parlé. Mais voilà, autour de tout ça, il y a Terence Ross qui fait un beau taf en sortie de banc, c'est bien. Le cas Aaron Gordon, bon, il n'est pas clutch, ça on l'a bien compris depuis là, les 3-4 matchs où il a tenté d'être clutch, ça marche pas. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Alors certes, c'est un dunker de fou, athlétiquement on n'a rien à redire, mais je trouve que bon, il s'est amélioré au niveau de son QI basket, il fait quelques passes et tout. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur, donc moi je peux pas vraiment en dire du bien. Je le trouve pas super bon en fait. Peut-être pas adapté à cette équipe, je sais pas, mais bon, voilà. Aaron Gordon, ça fonctionne pas. Et le développement de Cole Anthony Town, n'importe quoi. Cole Anthony Town, le frère de Karl Anthony Town. Le développement de Cole Anthony, qui est pas trop mal, il a été jeté dans le bain après la blessure de Fultz, et franchement il se débrouille vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt positif pour les années à venir du côté d'Orlando. En tout cas Fournier, j'y viens d'en parler, ça va, et puis il fait partie des joueurs en contractière, il y en a d'autres dont on va parler. Donc il faut qu'il aille chercher un gros contrat. Alors c'est pour ça, je pense que vaut mieux que sa saison démarre comme elle vient de démarrer après son repos plutôt qu'avant. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est le Magic qu'on attendait. Donc voilà, on va passer à l'équipe d'après et surtout aux joueurs français. Bon, on peut le dire, le meilleur qui arpente la NBA en ce moment, Rudy Gobert, qui joue au Jazz. Alors si vous me permettez le petit jeu de mots, son contrat, le contrat qu'il a signé cet automne a fait jaser, surtout le Shaq, on a vu les folies, ça a fait grincer des dents. Mais revenons d'abord sur les stats. 12 points, 13 rebonds, une passe et presque 3 blocs par match, ça c'est une stat assez impressionnante. Bon, il est loin derrière, c'est qui déjà le premier ? Je crois que c'est Miles Turner qui a genre 4 contre, ce qui est plutôt très bon, une très bonne statistique. Mais du coup, comme je vous disais, Rudy, le contrat de 200 millions fait un peu grincer les dents. Surtout le Shaq par exemple, qui n'a pas hésité à défoncer Rudy à ce propos. Sur les réseaux sociaux, il y allait pas mal de fois. Ça n'a pas été une petite pique et tout, non, il est revenu à la charge plusieurs fois. Après, d'une certaine manière, c'est plutôt légitime en fait,
12 points par match, c'est une régression comparée à sa saison dernière. Et c'est pas fou pour un mec qui est payé 200 millions. Alors après, on n'a jamais demandé à Rudy de scorer 20 points par match. La régression au niveau des points, ça s'explique parce que déjà, il est moins précis qu'avant. En termes de pourcentage de shoot global, je crois qu'il passe de... Non, j'ai les chiffres sous les yeux. Il passe de 70% à 60%. Donc déjà, voilà, c'est le petit shoot qui rentre en moins qui peut faire la différence. Et aussi, il joue moins. Il joue moins que la saison passée. Il joue pratiquement 5 minutes de moins. Forcément, quand tu joues moins, tu as moins de possibilités de marquer des points, c'est évident. Donc offensivement, c'est pas la folie, ça a jamais été la folie. Il y a d'autres gens qui sont là pour ça dans cette équipe, on en parlera juste après. Mais par contre, en défense, c'est toujours très fort. Je vous l'ai dit, deuxième au contre derrière Turner. Et c'est le joueur, quand j'ai regardé les stats la dernière fois, qui a pris le plus de rebonds pour l'instant sur la saison. Il n'est pas premier en termes de pourcentage, enfin de rebonds par match, mais en tout cas, c'est lui qui a eu le plus de prises sur la saison pour le moment. Donc voilà, ça reste Rudy Gobert, joueur défensif hyper important pour le Jazz. Et on en a déjà parlé, c'est un petit marché, le Jazz. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser partir des joueurs qui ont été formés là-bas depuis perpète. Il faut qu'ils alignent les zéros s'ils veulent garder leurs joueurs, malheureusement pour eux. Et heureusement pour Rudy, hein. Moi je suis très content qu'il ait signé un aussi gros contrat, c'est magnifique. Pivot qui a signé le plus gros contrat de l'histoire, français le mieux payé et tout, c'est super, c'est super. Pour parler du Jazz, énorme début de saison des Mormons. Petite galère à l'allumage, hein, pour être très précis. Petite galère, mais par contre depuis qu'ils sont lancés dans la victoire, c'est simple, c'est 8ème victoire d'affilée hier soir face aux Warriors. Hein. Ils ont mis une petite déculottée aux Warriors. Et donc 8ème victoire de rang, ce qui fait que c'est la meilleure série pour la saison, pour le début de saison. C'est clairement les meilleurs. Ça s'explique simplement en fait. Ils sont emmenés par un duo Donovan Mitchell, Mike Conley qui déchire. Faut tout dire. Bon, Donovan Mitchell, le pauvre, à chaque fois j'ai l'impression que personne le voit à sa juste valeur. Mais il envoie 25 points par match. Il est toujours aussi important offensivement, c'est toujours super. Et par contre, Mike Conley qui s'est réveillé. Hein, alors lui aussi, dis donc, il doit signer un contrat cette année. Ceci explique cela peut-être. Je je veux pas faire de raccourci. Mais clairement, son niveau entre le début de saison 2021 et la saison 2020, c'est le jour et la nuit. Et forcément, un joueur comme Mike Conley qui joue aussi bien, ça peut que faire step up ton équipe d'une manière incommensurable. Évidemment, à côté d'eux, il y a un certain Jordan Clarkson qui défonce tout en sortie de banc, c'est magique. Et puis, en fait, cette équipe, de toute façon, elle est réglée comme du papier à musique. Il y a les 5 titulaires, les remplaçants, ceux qui viennent gratter quelques minutes par-ci par-là, et ça roule tout seul. Ça roule tout seul. C'est la 5e meilleure attaque, 6e meilleure défense de la ligue. Voilà, ça explique pourquoi ils sont 2e de conférence ouest pour le moment et qui vont embêter les deux équipes de Los Angeles au sommet de la conf ouest. Voilà, c'est tout simple en fait. Elle fonctionne bien, les joueurs ils sont en forme, les remplaçants ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà, que demander de plus? Pas grand chose en fait, ça marche tout seul. Donc c'est super pour Rudy, c'est super pour le Jazz. On a vu l'année passée, donc cet été en playoff, ça galérait, les années d'avant aussi, hein, ça n'a jamais passé le deuxième tour. C'est peut-être cette année que le Jazz va venir aller en finale de conférence. Pourquoi pas? En tout cas, cette équipe est très sérieuse et ça pourrait sans problème aller en finale de conf. On va continuer sur notre lancée et parler de Timothé Luwawu Cabarrot. Alors, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Luwawu Cabarrot, je pense que c'est Cabarrot. Chez les Nets. On y va tout de suite, les stats. 7 points, 2 rebonds, 1 passe en 20 minutes. Petite stat, mais il est hyper important pour les Nets. Il était très en forme dans la bulle. Et Timothée, il continue sur sa lancée cette saison. Il profite de chaque seconde qui passe sur le parquet pour se montrer et performer. Donc ça, c'est super. C'est aussi bien pour lui que pour sa franchise. Et surtout, avec la blessure de Dinwiddie, alors c'est un peu triste de dire ça,
mais ça lui fait du bien puisque ça va lui permettre de jouer encore plus qu'il aurait pu espérer cette saison. Et du coup, eh bien, il peut montrer ce qu'il a déjà montré dans la bulle et même là en ce début de saison, que il prend toutes les secondes qu'on lui donne. C'est un joueur plutôt important du côté du banc des Nets, évidemment. Alors en deuxième, troisième rotation parfois, mais c'est vraiment un joueur important. Il a même joué quelques fois titulaire. Steve Nash, tu connais les bons bails. Où il s'est pas trop mal débrouillé. Bon, alors il a fait 2 matchs un peu crado et 2 matchs très bons, puisqu'il a fait 4 matchs de titulaire. Surtout celui face à Memphis, je crois malheureusement c'était une défaite, mais il a envoyé 21 points. Donc très propre, très propre. Il prend sa chance bien comme il faut. Pour parler de Brooklyn plus amplement, début de saison assez mouvementé dans la franchise. J'en ai parlé au cours d'un podcast. L'arrivée d'un certain James Harden fait quelques tumultes. Hein. Ça a fait un peu exploser le roster, un peu moins que ce qu'on pensait, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de joueurs importants qui sont partis. Début de saison, KD en mode MVP, mais il y a trop de hauts et de bas pour la team, notamment je pense aux 2 défaites consécutives chez les Cavs. Ça fait tâche quand même. Alors j'enlève rien aux Cavs qui font un super début de saison, mais quand t'es les Nets, avec les ambitions que t'as, avec les joueurs que tu as surtout, t'es pas censé te prendre 20 points en 5 minutes par Colin Sexton, quoi. C'est un peu, un peu la honte, mais forcément c'est 20 points, et il montre aussi que l'attaque, elle est folle. Par contre, la défense, elle est complètement à la ramasse. Alors, est-ce que le départ de Jarrett Allen, de Taurean Prince et de Caris LeVert joue vraiment sur cette défense? Alors oui, évidemment, puisque très bon contreur Jarrett Allen, Taurean Prince is done, Caris LeVert c'est pareil, mais après bon, ils avaient déjà pas une défense folle. Là, avoir plus que DeAndre Jordan dans la raquette, bon, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Et puis KD en poste 4 c'est pareil. Alors KD ça va, il fait plus attention, c'est pareil, il se donne aussi. Mais avec la blessure qu'il a eue, je comprends qu'il veuille moins se jeter par-dessus par-dessus la table ou ce genre de choses. Voilà, je comprends amplement qu'il veuille faire attention. Donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu entre cette attaque dingue et essayer de grappiller des joueurs par-ci par-là pour combler les lacunes défensives, pour pouvoir rester top 4 de l'Est au moins. Sinon pour moi c'est un échec. Au moins top 4 et au mieux top 1, 2. Bon elle est embêtée de top 3 quoi. Ça va pas être facile évidemment au vu des équipes qu'il y a, mais quand tu as 3 joueurs, dont 2 MVP, clutch comme ça, ils devraient écraser la concurrence normalement. Et en plus, ça serait pratique puisque KD pourrait revenir d'une sale blessure et potentiellement être MVP de la saison régulière. On continue. Prochain français et petit nouveau de NBA, Théo Malédon, donc qui joue à Oklahoma City. Petit point sur les stats comme d'habitude, vous commencez à voir, là c'est bon, c'est redondant. 6 points, 2 rebonds, 3 passes en 20 minutes. Des stats, c'est pareil, pas très impressionnantes, mais par contre dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait plaisir. Alors je viens de le dire, c'est un rookie, il a été drafté en 34e choix et a été envoyé directement, donc il a été drafté par les Sixers, mais a été envoyé du côté du Thunder, non, la jeune équipe du Thunder, qui est très bien je pense pour le développement de Théo Malédon. Il avait éclaboussé la pré-saison de son talent. On avait vu de très jolies perfs, des perfs très intéressantes. Depuis le début de la vraie saison, ces stats, elles sont pas rocambolesques, là vous venez de les entendre, mais par contre c'est très solide. Et en fait il se montre bien parce qu'il fait des très bons choix. Quand il faut faire la bonne passe, il fait cette bonne passe. Quand tu lui laisses 2 mètres pour shooter, il va shooter. Franchement, il fait plaisir à voir. Tu vois qu'il a du QI basket et qu'il s'est vite adapté à la NBA. Alors évidemment, là, on n'est pas dans de la folie. De toute manière, ce qui est bien, c'est que la team du Thunder prend son temps. C'est un développement sur le long terme, de toute façon. C'est en bonne voie. Et puis, le Thunder n'a pas d'ambition en 2021. Donc, c'est très bien. Il nous a montré de très belles choses. Maintenant, il va falloir pousser un peu plus. Et puis, pour le futur, ça peut faire un très joli duo avec Shai Gilgeous-Alexander.
on va en parler tout de suite du Thunder plus profondément. Je vous avoue que j'ai pas énormément regardé les matchs d'OKC. J'ai vu quelques highlights, c'est toujours joli les highlights. J'ai vu quelques parties, quelques morceaux de match. Donc on voit que Théo Malédon, il peut très bien s'acclimater à la NBA et très bien jouer, c'est intéressant. Il faut qu'il prenne encore un peu de gab évidemment. Mais dans cette équipe du Thunder, qui, je le répète encore une fois, a le temps et veut développer ses joueurs, c'est clairement l'objectif. L'objectif de la saison, c'est la draft. Donc de toute manière, qu'ils aient un bilan dégueulasse, c'est pas très grave. Mais néanmoins, on a pu voir de très jolies choses. Déjà, au début de saison, là ils sont retombés un peu, mais au début de la saison, c'était fin top 8, top 9, le Thunder. SGA, bien sûr, donc j'en ai parlé, Shai Gilgeous-Alexander en franchise player, qui prend la tête de cette équipe. Il n'a pas des stats beaucoup plus impressionnantes que l'année dernière, si ce n'est à la passe où ça marche très très bien de lui donner le ballon. Aussi, sur les stats, il a fait un petit career high face aux Bulls et il a remis 30 points cette semaine. Donc les Bulls, c'était la semaine dernière où il a mis 33 points. Cette semaine, il a remis 30 points face aux Clippers. Donc les Bulls, c'était une victoire, les Clippers, une défaite. Logique, vu du début de saison des Bulls. Mais bien sûr, OKC perd pas mal de matchs, même la plupart de ses matchs. Et je peux aller checker vite fait le classement du Thunder pour vous dire ça. Voilà, c'est 11e de conférence. C'est pas non plus encore la cata pour le moment, mais je pense que ça va dégringoler petit à petit. Après, il va falloir aller chercher Minnesota, parce que Minnesota, ils font vraiment un début de saison dégueulasse. En plus, les pauvres, ils ont pas Karl Anthony Towns. Enfin, bref, c'est un début de saison catastrophique. Donc, il va falloir descendre petit à petit s'ils veulent aller récupérer des hauts choix de draft. J'ai parlé de Shai. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui fonctionne bien ? De toute façon, c'est une couveuse en fait. Il y a le petit duo. Lou Gensdort et Darius Bazley qui s'illustrent pas trop mal, surtout Lou Gensdort qui se transforme en 3&D de ouf dans un corps de buffle. C'est hyper impressionnant, il m'impressionne vraiment ce joueur, je le trouve très très intéressant. Je pense que vous avez déjà compris que j'adore la défense. En plus là il envoie des pourcentages à 3 points, je les ai pas en tête, j'ai pas ses stats sous les yeux, qui sont autour de 45% si je dis pas de bêtises. Mais donc du coup, c'est vraiment cool. Voilà, patience aussi du côté du Thunder, tout comme du côté de Théo Malédon. C'est comme les autres Français en fait. Le Thunder, c'est pour l'instant la couveuse de la NBA. Ils ont tout un tas de jeunes qui font jouer tranquillement. Et puis on verra ce que ça donne sur cette saison, sur les saisons prochaines. Ça va remonter tranquillement pour arriver en haut de la conférence. Peut-être pas, mais en tout cas j'ai confiance en Sam Presti qui va pas faire de bêtises, je pense, pour faire remonter son équipe en NBA. Et on va terminer avec Frank Ntilikina. Deuxième moment où je triche un peu, parce que vous allez voir, alors je vais le dire tout de suite, je ne parlerai pas de Adam Mokaka, Kylian Tilly et Vincent Poirier, car ils ont vraiment trop peu de matchs ou pas joué du tout. Kylian Tilly, il n'a pas joué. Vincent Poirier, ça doit être 2 matchs pour genre 4 minutes. Et Adam Mokaka, 3 matchs pour peut-être 6 minutes ou 3 minutes. Je n'ai pas leurs stats sous les yeux malheureusement. Mais j'en parlerai pas. C'est pas assez pour que j'en parle. Et puis, Philly fait un début de saison de ouf, mais ils n'ont pas besoin de Vincent Poirier. Et pareil, les Bulls, c'est pas, je les ai pas vus assez. Et ils font un début de saison crado. Donc, je pas spécialement envie d'en parler, je préfère me concentrer sur d'autres choses. Donc bon, je vous le disais, je triche un peu. Déjà, il a joué 4 matchs. Il a joué 4 matchs avec une moyenne de 10 minutes. Et en stats, il a fait 4 points, un rebond, une passe, un steal. Donc une interception. C'était surtout pour parler des Knicks, en fait, que je voulais parler de Frank. Parce que du coup, je vais me concentrer sur lui pour le moment. Il a très très peu joué. Il a fait une petite perf face aux Bucks avec un 4 sur 4 à 3 points. Et depuis, plus rien. Depuis, il s'est blessé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a joué 4 matchs aussi. Il est blessé au genou droit. Il est en day by day. Il va peut-être revenir d'ailleurs ce soir ou dans la semaine prochaine. Tant mieux, j'espère. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et malheureusement, vu comme les Knicks fonctionnent, j'ai peur qu'il ne joue pas. Le duo, on va dire
Elfrid Payton et son backup Emmanuel Quickley, c'est parfait, c'est nickel. Ils font ce que Thibodeau demande, je vais en parler juste après, mais ça marche bien. Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'on reverra Nilikina exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui est fait pour le Tips Basketball. Il se donne en défense, il est collectif, il pense pas qu'à lui. Donc je pense que Thibodeau, il va vouloir faire jouer Frankie. Après, faut voir à quel niveau il va jouer, faut voir comment il va revenir de sa blessure, parce que c'est comme d'hab, faut qu'il montre ce qu'il a dans le ventre, et j'ai l'impression qu'on dit ça depuis qu'il est arrivé en NBA, j'ai l'impression qu'il est trop timide, et voilà, surtout qu'il est en année de contrat, hein, il a plus de contrat à la fin de la saison, il faut pas que cette saison se termine là-dessus, bon, c'est que le début, hein, j'ai pas envie d'être aussi pessimiste que ça, mais s'il commence pas à se rattraper sérieusement, je sais pas quelle équipe voudra aller chercher un Frank Nilikina pour lui proposer un contrat NBA. J'ai pas envie que voilà, il fasse 4 ans et puis il disparaisse. Ça m'étonnerait. Je pense que je suis trop pessimiste en voyant de ce côté-là. Mais attention, on sait jamais, ça peut aller vite, ça peut aller très très vite en NBA. Donc voilà, petite blessure, ce qui explique qu'il a pas joué. Et malgré ça, ce qu'on en a vu, ça n'a pas été horrible non plus. Mais du coup, pour parler clairement des Knicks, c'est l'une des plus belles stories de ce début de saison. New York est dans le top 8 avec un bilan à presque 50-50, ce qui est déjà inespéré pour ce début de saison. C'est la 3e défense de la ligue. Hein. Patrick Ewing sort de cette équipe. L'esprit de Patrick Ewing est au-dessus de cette équipe. C'est normal, sous Tom Thibodeau, c'est complètement normal que cette équipe brille par sa défense. Et heureusement qu'elle brille par sa défense, parce qu'en attaque, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, en attaque, elle peut compter sur un Julius Randle en mode All-Star qui, attention, accrochez-vous ou asseyez-vous. Julius Randle tourne en 22 points, 11 rebonds et 6 passes. C'est complètement fou, j'aurais jamais pensé que Julius Randle fasse ça. Moi, je suis fan des Lakers. J'aimais bien le voir à ses débuts aux Lakers. C'est vrai que c'est un joueur qui avait des grosses œillères, et qui était offensivement très correct, défensivement un peu plus compliqué, mais et qui jouait pour lui. Mais là, cette saison, il nous montre qu'en fait, il est capable de faire des super choix en attaque. C'est tout simplement magnifique. Je ne peux qu'applaudir le travail du coach ou le travail de Randle. Je ne sais pas qui c'est. Je pense plus que Thibodeau est derrière tout ça. RJ Barrett continue son développement, même s'il est encore crado au shoot. Malheureusement, Obi Toppin s'est un peu blessé, donc il a fait un petit match, puis blessure, puis là il est revenu. Donc tranquillement, et en tout cas il nous a montré un super talent offensif, surtout pendant la pré-saison. J'y pense maintenant, pendant la pré-saison, ça a été très très intéressant. Mitchell Robinson dans la raquette. Enfin, en fait, c'est un vrai jeune collectif qui s'appuie sur sa défense. Bon, c'est une équipe, franchement, il régale. C'est pas très beau à regarder en attaque. Il y a eu quelques coups de jolies choses, mais bon, c'est pas le plus beau basket de tous les temps non plus. En tout cas, ils ont un petit road trip à finir à l'ouest. Ils ont joué les Warriors et ils ont battu les Warriors, ce qui, mine de rien, fallait pas bégayer en disant ça. Ils ont déconné parce qu'ils ont perdu face aux Kings qui sont pas dans une super bonne passe. Donc là, ils auraient pu faire l'effort. Et ce soir, ils vont chez Portland. Portland, c'est pareil. Attention, parce que la défense de Portland, c'est pas la folie. Donc il suffirait que l'attaque des Knicks soit en bonne forme pour pouvoir aller chercher une victoire contre une deuxième grosse équipe. Alors, bon, si, ils sont plus hauts que Golden State quand même. On parle pas de cador de ouf à l'ouest, mais on parle d'équipes quand même importantes qui ont des choses à jouer cette saison. Donc quand tu mets les Knicks dans cette discussion-là, tout de suite, on peut te regarder bizarrement. Mais en fait, non. Les Knicks version 2021, ça joue, et ça joue pas trop mal. Franchement, c'est intéressant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai peur de pas revoir Frankie. Mais voilà, je voulais en glisser une petite pour New York, qui font du super travail en ce début de saison. Moi qui les avais, mea culpa, moi qui les avais mis dernier de conférence Est lors de ma preview, je suis bien obligé de reconnaître qu'ils font mentir, ils me font mentir moi en premier, et pas mal de monde, hein. Je ne suis pas le seul qui les mettait très bas dans la conférence. Mais c'est cool de voir une équipe des Knicks fonctionner comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public, parce que ça serait encore plus fou. Mais bon, on peut pas
pas tout avoir non plus, hein. Peut-être la saison prochaine, et encore, ne nous affolons pas trop vite. Voilà, nous arrivons au bout de ce podcast. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté. Ça me fait toujours trop plaisir de faire ça. Je m'excuse pour les petits bégaiements, les petites hésitations, ou les choses fausses que j'ai pu dire, ou si ça a été trop indigeste, vous n'hésiterez pas à venir me le dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, abonnez-vous au podcast, notez-le sur les plateformes où c'est possible, partagez-le si celui-ci vous plaît à vos copains qui regardent la NBA. Et évidemment, le plus important, venez vous abonner sur Instagram pour voir des petits compléments. Là, en ce moment, je balance tous les programmes de la nuit. Alors, c'est vrai qu'après, je ne mets pas forcément les scores ou les grosses actions. Moi, je vais développer ça. Je vais essayer de me développer petit à petit chaque facette. En tout cas, voilà, venez vous abonner sur Instagram. Venez discuter. Ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens qui aiment le basket et plus particulièrement la NBA. Moi, je vous laisse ici. Je vous retrouve dans un prochain podcast. Je ne sais pas vraiment vers quoi on va partir, mais en tout cas, ça arrive très vite. Je vous fais des bisous masqués, évidemment. C'était Lenny. Salut!